Alors, bonjour tout le monde. Désolé à tous pour ce gros problème technique qui est résolu maintenant. Bonjour à tous. Merci d'avoir attendu, merci d'avoir patienté. Vous êtes tellement nombreux que vous avez fait sauter le serveur, donc c'est une bonne chose. On vous en remercie et on vous en veut un petit peu, mais on est content en tout cas que vous soyez tous là. Donc, euh, donc moi, on va se présenter chacun rapidement, histoire de présenter le webinaire. Donc moi, je suis Thomas Pratt, secrétaire général à la vie conventionnelle à la FFMKR, qui va vous présenter un peu le cadre législatif, etc. Vincent, si tu veux bien te présenter. Donc, je suis Vincent Giraud, je suis kinésithérapeute à côté de Grenoble et secrétaire général du conseil départemental de l'Ordre de l'Isère. Et Bruno, à ton Et Bruno tour. Dugast, président Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc moi je vais vous présenter les solutions techniques sécurisées qu'il faudra mettre en œuvre dans le cadre du télésoin. Très bien, merci. Donc, il y a un chat sur le côté si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Il y a Emmanuel Prugnot qui est en backstage qui se chargera de nous faire remonter les questions et de nous les poser ensuite. Et donc, je vais demander à Vincent de commencer, de présenter le télésoin, la pratique du télésoin, et ensuite, on vous présentera la suite. Vas-y, Vincent. Ok. Alors, normalement, c'est parti. Hop, faut que je valide. Voilà. Bien. Alors, je suis parti du principe que la plupart des gens étaient novices par rapport au télésoin, et donc je vais essayer de vous présenter un petit peu en quoi ça consiste et d'où ça vient. Je précise que j'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation, c'est quelque chose d'important. Et donc, on va pouvoir commencer. En termes d'expérience du télésoin, ça fait maintenant 6 mois que je réalise des télésoins de manière occasionnelle, suite à des sollicitations sur les réseaux sociaux, par exemple. Et du coup, c'est une dynamique qu'on a essayé de mettre en œuvre au sein du cabinet, c'est-à-dire de se préparer au moment où le télésoin allait devenir effectif. Ça fait à peu près 2 ans qu'il est question de téléconsultation pour les médecins, de télésoins pour les kinés. On attend toujours les textes. Donc, on se préparait. Et ce qui fait que lorsque on en est arrivé à fermer le cabinet le 16 mars, c'est tout naturellement qu'on a pu proposer à nos patients de poursuivre leur rééducation par du télésoin. Le télésoin, en fait, on a l'impression que c'est un petit peu nouveau, mais finalement, ça existe depuis assez longtemps. Par exemple, aujourd'hui, quand il vous arrive un problème, vous composez le 15, vous êtes en relation avec un médecin à distance, vous bénéficiez d'une téléconsultation de médecine. Ça a été exploité ensuite pour faire un suivi de pathologie chronique et puis plus récemment dans le suivi des post-opératoires, notamment pour les fractures de hanche et la pose de prothèses. C'est aussi utilisé dans le champ musculo-squelettique depuis un peu plus récemment encore, notamment dans des pays comme l'Australie où ça coûte beaucoup moins cher de faire une téléconsultation plutôt que de faire prendre l'avion soit aux soignants, soit aux patients pour lui faire faire 2000 km et qu'ils se rencontrent l'un l'autre. Un autre exemple de téléconsultation, c'est ce dont peuvent bénéficier les astronautes lorsqu'ils sont dans la Station spatiale internationale, puisque lorsqu'ils passent 6 mois, 1 an, voire plus dans l'espace, il leur arrive d'avoir des troubles musculo-squelettiques et ils bénéficient de soins de rééducation à très longue distance, cette fois-ci. Du coup, comme c'est pas forcément quelque chose de récent, on a un peu de littérature dessus, notamment de la littérature qualitative, qui nous permet de voir qu'il y a des éléments qui sont pour et des éléments qui sont contre le télésoin. Dans les éléments pour, on notera surtout qu'ils sont beaucoup du côté des patients, notamment parce que ça leur permet d'améliorer leur état. On a des preuves assez fortes que ça fonctionne, que les patients apprécient énormément cet outil, que ça leur permet d'améliorer la communication entre le patient et le thérapeute, et ça permet d'avoir des patients qui vont être plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils vont être plus autonomes, ils vont avoir une meilleure connaissance de leur pathologie et de leur personne, ils vont être plus à même d'évaluer leur état et de savoir s'ils ont besoin ou non d'avoir recours aux professionnels ou pouvoir se gérer. Et donc, ça va faciliter les choses puisque du coup,
ils vont avoir moins souvent recours au service d'urgence. Pareil, la satisfaction, elle se retrouve dans le fait que lorsque vous allez dans un cabinet, vous devez vous déplacer, il faut rajouter ce temps au temps de consultation. Lorsque vous êtes en télésoin, ça n'est pas le cas. L'adhérence thérapeutique est augmentée. On a pas mal d'études qui montrent que c'est aussi efficace que des soins en face à face. Et il y a une étude qui mentionne le fait qu'il y a moins de rendez-vous manqués. Donc ça, c'est quelque chose qui reste à confirmer. Du côté des aspects qui pourraient être des freins au télésoin, on retrouve des freins du côté des patients, notamment chez les personnes âgées et les personnes du 4e âge. C'est-à-dire ceux qui actuellement sont très âgés, sont notamment en EHPAD, qui eux ne sont absolument pas familiarisés avec la technologie. Par contre, le 3e âge, lui, aujourd'hui, a opéré sa transition vers l'usage du numérique. Les grands-parents sont assez accoutumés à utiliser des smartphones sur un usage assez basique. Un autre frein, c'est la fracture numérique qui a 2 aspects. C'est d'une part un aspect social avec des patients qui n'ont pas d'appareil numérique qui permettrait le télésoin. De l'autre côté, vous avez les gens qui, comme Thomas, sont dans un désert de l'Internet et qui n'ont pas accès à une connexion à haut débit. Un autre frein qui, cette fois, est plutôt du côté des professionnels, c'est la représentation que les professionnels et que les patients ont de la kinésithérapie. Notre titre, masseur kinésithérapeute, avec un seul des très nombreux outils dont nous disposons, qui est accolé à notre titre, qui donne cette image et qui peut faire douter de l'intérêt de réaliser du télésoin. Un autre frein qui a été identifié, c'est l'ancienneté des soignants et le fait qu'ils ne soient pas utilisateurs. Et à contrario, plus les gens sont utilisateurs et plus ils sont jeunes, enfin moins ils ont d'ancienneté, plus ils trouvent l'outil pertinent. Les craintes qui sont mises en avant, c'est est-ce que c'est réellement efficace et est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que le patient à qui on va proposer une rééducation à distance, que se passe-t-il lorsqu'il se blesse? L'expérience a montré qu'il y avait globalement peu de risques. Et enfin, le dernier frein, c'est l'organisation des soins qui est en lien avec la représentation de la kinésithérapie. C'est que le prescripteur peut avoir des doutes sur l'intérêt de prescrire de la télérééducation aux patients. C'est pourquoi il va falloir qu'on fasse un gros effort de pédagogie à destination de nos prescripteurs. Concrètement, il faut crever l'abcès tout de suite, il y a des choses que le télésoin ne permet pas de faire. Ce que le télésoin ne permet pas de faire, c'est toutes les techniques de thérapie manuelle, les techniques passives, c'est l'accès à un plateau technique. Et encore, certains patients ont parfois presque un cabinet chez eux. On ne maîtrise pas la confidentialité des échanges et on ne peut pas toucher ce toucher qui est quand même assez propre à notre profession et qui a quand même certaines vertus thérapeutiques. Par contre, le télésoin, il permet tout un tas d'autres choses. Ça permet de prodiguer des conseils, ça permet de faire de l'éducation. On peut employer des techniques cognitivo-comportementales, on peut prescrire des exercices, on peut encourager le patient à faire de l'auto-traitement, de faire des automobilisations. Et ce qu'il y a de bien avec ces outils que nous permet de faire le télésoin, c'est que ça fait partie des 11 recommandations faites pour les meilleures pratiques dans le champ musculo-squelettique. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est ce qui a aujourd'hui le plus haut niveau de preuve en termes d'efficacité. Si on regarde un peu plus particulièrement, par exemple, les recommandations pour la prise en charge du patient lombalgique de la Haute Autorité de Santé, les techniques que nous permettent le télésoin figurent parmi celles qui sont recommandées et celles qu'on ne peut plus utiliser du fait de la situation sont celles qui ne sont pas recommandées ou pour lesquelles on demande de ne pas les utiliser de manière isolée. Il n'y a pas que le musculo-squelettique. Dans le cardio-respiratoire, la prise en charge de la BPCO reprend ces mêmes outils. Alors, il faudra un peu d'inventivité pour l'appliquer avec nos patients en télésoin, mais ça fonctionne. Souvent, on nous dit il y a des pathologies avec lesquelles ça ne va pas marcher, et notamment la neuro. Il y a une Cochrane qui s'est intéressée à la question. Alors, il est question de patients qui font des AVC et qui sont en état de sortir des centres de soins et qui a montré que effectivement, c'est pas plus efficace que le reste.
c'est pas plus efficace que faire venir le kiné à domicile ou faire venir le patient chez le kiné, mais par contre, il n'y a pas d'événement indésirable et que les évolutions à moyen et long terme sont les mêmes pour une réduction des coûts qui est relativement intéressante. Donc, ça marche aussi en neuro. Par contre, il y a quand même des choses pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Les pathologies neuromusculaires ou neuro avec des patients qui vont avoir très peu ou pas du tout d'autonomie, les AVC récents qui sont plutôt en centre, l'orthopédie pédiatrique tant que les parents ne sont pas compétents pour réaliser les gestes que devrait leur apprendre le kinésithérapeute, la prise en charge des lymphodèmes, le vestibulaire, il y a encore plein d'autres exemples, je pense que vous les avez et que vous serez plus efficace que moi pour les trouver. Au cas où, je vous ai remis l'algorithme proposé par le Conseil national de l'ordre pour savoir si on doit aller voir un patient, quel est l'arbre décisionnel pour savoir si c'est une prise en charge urgente dans le contexte actuel du Covid où on doit se concentrer sur les urgences et le soin aux personnes fragiles. Maintenant, concrètement, comment est-ce que le télésoin peut se mettre en place? Alors, il va vous falloir assez simplement, là, vous êtes dans mon bureau où je suis actuellement. Donc, il faut un ordinateur ou une tablette avec une webcam. Moi, j'utilise un deuxième écran pour avoir un peu plus avoir la personne en face de moi et son dossier sur le côté, l'agenda. C'est un outil. Et comme vous avez passé à peu près une trentaine ou une quarantaine d'heures à apprendre la palpation, il va falloir que vous passiez un petit peu de temps à apprendre à utiliser cet outil, à passer du temps du côté du professionnel de santé et aussi du côté patient pour pouvoir indiquer à votre patient comment il doit s'en servir et si en cas de problème, au revoir Bruno, et si en cas de problème, pouvoir l'aider. Une très forte recommandation, c'est d'installer une pièce qui soit dédiée au télésoin, qui soit calme, qui soit adaptée, qu'il y ait suffisamment de place, qu'il y ait de la lumière pour que vous ne soyez pas à contre-jour. Il faut que vous ayez une connexion Internet de qualité, un petit peu de matériel, mais pas trop, puisqu'il va falloir s'adapter à ce que les patients ont chez eux. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes à la caméra, vous êtes filmé. Donc, s'il y a un freeze au niveau de l'image et que vous êtes en train de faire une grimace, que vous éternuez ou que vous avez haussé très fort les sourcils parce que le patient vous a dit quelque chose qui vous a surpris, il risque d'avoir cette image affichée chez lui pendant une dizaine de secondes parfois. Donc, méfiez-vous un petit peu de vos attitudes faciales. Comment est-ce que ça se met en place maintenant avec le patient? Une fois que vous êtes prêt, eh ben, il va falloir informer le patient. Donc, la prise de contact, elle se fait par téléphone ou par mail. C'est important de lui expliquer ce à quoi il doit s'attendre, histoire qu'il ne vous claque pas la porte en milieu de consultation en disant que ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Donner des recommandations techniques, que l'ordinateur soit branché ou que la batterie soit chargée, pareil pour le téléphone, qu'il vérifie sa connexion Internet, qu'il s'assure qu'il est dans la pièce qui capte le mieux, qu'il prévoit un petit peu de matériel si vous en avez besoin, aussi qu'il prévoit d'être en consultation, c'est-à-dire qu'il prévoit qu'il est disponible pour vous, il n'a pas un enfant sur les genoux pendant qu'il est en train de préparer à manger, il faut qu'il soit apte à participer à la consultation. Pareil pour vous, il faut fermer tout ce qui va vous apporter de notifications et vous détourner l'attention de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi envoyer des ressources préliminaires, un questionnaire à remplir, un body chart à faire. Et chose très importante, l'informer sur les modalités de paiement. Alors actuellement, moi je fais ça bénévolement, mais bientôt, on pourra informer les gens sur comment faire, puisqu'on ne pourra pas non plus faire de tiers payants. Ça va être un petit peu compliqué, mais là c'est pas ma partie. Comment ça se passe une fois que c'est lancé? Vous arrivez, le patient lui arrive dans ce qu'on appelle une salle d'attente. Et vous avez un plan qui vous affiche les téléconsultations du jour, celle dans laquelle vous êtes et la suivante. Une fois qu'on passe là-dedans, c'est comme n'importe quel outil de visioconférence, comme Skype. Vous vous trouvez par exemple comme à gauche avec un entretien ou à droite à faire une séance de gym dirigée. Vous voyez le patient réaliser des exercices, vous pouvez le faire avec lui, vous pouvez le corriger. Moyennant, bien sûr, la qualité de la connexion. Des fois, on voit le patient qui ne bouge pas pendant 15 secondes. Et puis, on le voit après, il regarde fixement l'image en disant « qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Ça fait partie des aléas. Ce soir est là pour illustrer cet aspect. Après, il y a plein d'outils. On peut faire plein de choses
on peut montrer, par exemple, en haut, vous voyez, là, je faisais une démonstration d'un bandage pour posturer une métacarpophalangienne. On peut mesurer des angles, on fait des impressions d'écran. Après, il y a tout un tas d'outils, de logiciels qui vont vous permettre de mesurer ces angles. On peut mesurer en actif, on peut mesurer en passif. Alors, tout dépend bien sûr de l'articulation. Il y en a certaines pour lesquelles ce sera plus facile que d'autres. Vous trouverez plein de ressources sur YouTube, sur d'autres plateformes de vidéos. Il y a des applications de prescription d'exercices qui actuellement, il y en a beaucoup qui sont gratuites. C'est l'occasion de les tester pour pas cher. Il reste toujours la possibilité de faire la bonne vieille feuille d'exo avec photo qu'on envoie aux patients, qu'on fait sur nous avec l'aide d'un complice ou qu'on a fait déjà auparavant. Le patient n'a pas de poids. Aujourd'hui, vous trouvez plus de paquets de farine dans les supermarchés, donc ils sont probablement chez eux. Donc, ils peuvent utiliser un paquet de farine, un pack d'eau, une bouteille d'eau, le mobilier. Éviter le chat, c'est dangereux, ça fait des infections. Ils ont des élastiques, ils ont des ceintures, ils ont des serviettes. Ils ont probablement des gens qui peuvent aussi les aider. Donc, tout ça, c'est des ressources que vous pouvez mobiliser pour faire ce télésoin. Le télésoin, c'est pas seulement une problématique réservée aux kinésithérapeutes libéraux. On a des confrères qui travaillent dans des CAMS, par exemple. Je cite l'exemple ici du CAMS Ton Pouce à Saint-Quentin, qui, du jour au lendemain, n'ont pu recevoir leurs pensionnaires dans le centre et qui ont dû organiser la prise en charge à domicile. Ils ont construit un site en 10 jours avec tout un tas de ressources pédagogiques pour les parents, pour les aider à mettre en place la prise en charge chez eux, à, entre guillemets, prendre la place du thérapeute. Ils ont des consultations vidéo pour mettre en place les exercices. Il y a un contrôle vidéo qui est fait. Les parents sont super contents, ils sont très impliqués, très demandeurs, et c'est une initiative qui est super. Il y a plein d'autres initiatives comme ça qui sont en train de naître un peu partout dans le territoire. Donc les salariés aussi sont impliqués dans cette problématique, et ça c'est super. Cas particulier de la période actuelle, c'est que, si je me trompe pas, et Thomas pourra me corriger, on va être amené à réaliser des bilans des premières consultations pendant la période de Covid. Exactement. Ok, merci. J'attire votre attention sur plusieurs choses. La première, c'est qu'on commence à avoir des retards de prise en charge. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des patients qui se présentent à l'hôpital alors qu'ils ont fait un AVC il y a 3 jours. Un chirurgien hier disait qu'il commence à voir des gens qui viennent alors qu'ils se sont fait une fracture 15 jours auparavant. Donc on va avoir des trucs un petit peu pas terribles. Du coup, je vous encourage vivement à systématiser la recherche de red flags, même si normalement il y a un médecin généraliste qui est passé devant vous. Actuellement, ils sont concentrés sur tous les signes de Covid. Il n'est pas impossible qu'ils ratent un bête signe qui soit un drapeau rouge. Je vais prendre pour exemple une sollicitation qu'on a eue au Conseil de l'Ordre, un monsieur qui nous dit « Ma femme est à 37 semaines d'aménorrhée. Elle a prise de vives douleurs dans le bas du dos. Il n'y a aucun kiné, aucun ostéo qui est disponible. En fait, sa femme, elle est en train d'accoucher. » C'est un exemple un peu drôle, mais ça fait partie des choses que actuellement, il est possible que ça passe au travers du filtre, et nous, on est là en deuxième ligne. Donc, il faut qu'on soit attentif. On est en deuxième ligne aussi pour les patients Covid. Donc, je vous engage à être très méfiant par rapport à tout un tas de signes qui pourraient évoquer un Covid. Et surtout si vous êtes avec des patients qui ont de multiples comorbidités, puisque ils font partie des sujets très hautement à risque. Dans le bilan, on va être embêté puisqu'on ne peut pas mettre les mains sur le patient, et on est obligé de mettre nos mains sur les patients pour avoir une idée beaucoup plus précise de l'origine de la pathologie. Nos tests nous servent à confirmer ou à infirmer notre diagnostic, mais on a de la chance puisque l'historique du patient, la façon dont sont survenues les douleurs, la façon dont se manifestent ces douleurs sont déjà des éléments qui sont très utiles pour essayer de poser un diagnostic ou poser une indication. Le deuxième outil qu'on peut utiliser, c'est la réponse du patient à nos exercices, au test clinique. Ça va être notre test clinique à nous, on lui propose un exercice, ça améliore ses douleurs, ça améliore son problème, on est plutôt dans le bon sens. Les tests cliniques,
Certains sont adaptables. Alors, vous pouvez reprendre les bouquins, regarder un petit peu lesquels vous pouvez modifier, lesquels vous pouvez faire par le patient et lesquels vous pouvez faire par les aidants. Ça fonctionne assez bien et ça peut vraiment nous aider. Du coup, je vais conclure là-dessus en disant qu'on est sur une période, certes, d'incertitude, mais il faut qu'on s'approprie cet outil. Et je vais laisser Bear Grylls, une grande citation de Bear Grylls qui dit qu'il faut improviser, il faut s'adapter et il faut surpasser les difficultés qui sont devant nous. Et je crois que c'est une des situations dans lesquelles on est actuellement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vincent, pour ta présentation qui, moi, m'a paru très claire. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Alors, j'ai quelques questions qui te sont dédiées. Est-ce qu'il faut absolument être au cabinet ou est-ce qu'on peut le faire depuis chez soi? On peut le faire de n'importe où, à partir du moment où vous avez une bonne connexion Internet. Très bien. Que se passe-t-il si le patient se blesse pendant la séance? Eh ben, c'est une bonne question. Certaines responsabilités civiles ont envoyé des mails pour dire qu'elles couvraient le télésoin. Et donc, logiquement, ça doit couvrir tous les événements indésirables qui se produisent pendant la prise en charge. Je reviens sur la question précédente qui disait qui demandait si on pouvait le faire n'importe où. Il y a une condition, il faut s'assurer que les échanges puissent être suffisamment confidentiels. Très bien, merci Vincent. Écoutez, je vous propose maintenant de passer à la partie de Bruno qui va nous parler un petit peu des caractéristiques. Des Voilà. solutions techniques sécurisées qui existent et qui doivent être mises en œuvre. Alors Thomas, est-ce que tu peux faire partir le document, s'il te plaît? Tu as la main. Voilà, normalement, c'est bon. Alors le télésoin en toute sécurité, ça regroupe en fait deux modalités qui sont différentes. Là-dessus, la communication interpersonnelle. Alors, on va essayer de revenir en arrière. Voilà. La communication interpersonnelle, c'est-à-dire la vidéo transmission. Voilà. Et pour exception, donc l'audio aussi, puisque donc, il y a un arrêté qui est sorti le 4 avril qui laisse la possibilité, sous condition simplement, à certains professionnels de santé et aux kinésithérapeutes plus tard, pour les patients qui ne sont pas équipés de vidéo et qui présentent en fait des affections longue durée, et patients âgés de plus de 70 ans et patients en situation précaire. Dans ce cas-là, il peut y avoir une substitution téléphonique et une concertation simplement audio plutôt qu'une vidéo-transmission. Le deuxième point important, c'est la messagerie sécurisée qui doit être mise en œuvre pour l'échange des documents de santé. Donc, effectivement, les documents se font en amont, envoi de documents, de pièces, de comptes rendus, qui peut avoir lieu aussi pendant l'acte en question, donc les imageries, radio, et après le compte rendu, voire l'ordonnance du kinésithérapeute. Les échanges sont bien sûr bidirectionnels entre le professionnel de santé et réciproques avec le patient. Un point aussi sur le consentement donc, du patient qui doit être plein et entier. Donc vous ne pouvez pas obliger du tout un patient à se faire une vidéo-consultation. Et tout acte de télésoin, qu'il soit facturé ou pas, doit de toute manière répondre à un certain nombre de contrôles des données. C'est obligatoire. Alors, quels sont les risques? Les risques clairs liés à la vidéotransmission, donc il y en a plusieurs, c'est la confidentialité des échanges qui doit être respectée. Donc là, la plupart du temps, c'est l'opérateur qui doit s'en charger. L'authentification, eh bien, c'est relativement simple dans le cas d'une vidéotransmission, puisque vous connaissez déjà le patient, c'est-à-dire que le patient ne pourra être pris en charge en télésoin qu'à partir du moment où vous l'aurez déjà vu en physique. Donc vous le connaissez, donc là ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire la véracité des pièces, s'assurer que les informations qui vont passer sont bien en correspondance. Et la disponibilité de communication, donc là on est sur un aspect purement technologique,
de l'opérateur, et ça dépend effectivement des flux et de bandes passantes. On a pu voir qu'aujourd'hui, il y avait quelques soucis. Alors, excuse-moi, Bruno, je t'interromps juste une seconde. On nous demande est-ce que tu parles un petit peu plus fort parce que les personnes ont du mal à t'entendre, s'il te plaît. Alors, Merci. et là, est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, le professionnel de santé doit s'assurer d'un certain nombre de réglementations. D'une part, du RGPD, même si ce n'est pas à lui, en fait, de le mettre en œuvre. Il doit s'assurer de la réglementation du RGPD, c'est-à-dire que l'opérateur, alors ça c'est relativement facile, puisque depuis 2 ans, on voit clairement apparaître sur les conditions générales d'utilisation en fin de site ou sur l'apparition des cookies, le respect du RGPD. Mais il doit s'assurer aussi de l'hébergement des données de santé. Il doit s'assurer enfin de la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Donc que l'opérateur puisse avoir tout ça. Alors pour vous faciliter, voilà, pour faciliter, on vous a répertorié à peu près les différentes classes d'opérateurs pour les solutions numériques de télésoins qui existent. En premier lieu, donc, nous avons les logiciels métiers kiné. Donc, les deux plus connus, RM Ingénierie, Kiné 4000, avec l'application Maya. Donc, pour l'instant, c'est une application qui est gratuite pendant la période de pandémie et qui présente des avantages de couplage avec le logiciel métier, synchronisation et pointage des séances. Vega aussi, avec ClickDoc, présente quasiment des avantages similaires de gratuité pendant la période de crise sanitaire et un service en ligne. Vous avez aussi d'autres applications, les applications de gestion, de consultation en ligne, donc Doctolib, c'est le gros mastodonte qui a mis depuis quelques années déjà en place ce service de visioconsultation. Et puis intéressant, donc vous avez les GCS en e-santé. Alors c'est régional, des solutions qui sont purement régionales, qui sont des groupements régionaux de coopération sanitaire qui sont financés, là c'est intéressant, par l'ARS, ils sont entièrement gratuits et qui regroupent un certain nombre de bouquets, un certain nombre d'applications qui peuvent être mises en œuvre. Donc on va retrouver aussi bien les messageries sécurisées à l'intérieur, qu'on peut trouver des répertoires opérationnels de ressources, on peut trouver même une sorte de Facebook professionnel. Donc il convient d'aller voir dans chaque région, effectivement, de se connecter sur ces GCS de e-santé. À titre d'exemple, donc, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons e-Consult Sarah. Pour l'Île-de-France, on peut trouver Hortif. L'ensemble en fait des solutions numériques de téléconsultation, télésoins peuvent être trouvées sur le lien qui est en bas, e-santé.gouv actualité solutions de téléconsultation, et vous tomberez sur un registre d'à peu près une centaine d'opérateurs avec leurs différentes modalités qui sont classées sur les différents accès d'échange de documents, de facturation et de paiement. Voilà. Avec, et surtout, ça ce qui est important, un indice de sécurité informatique là-dessus, donc allant de 0 à 10. Donc, je vous encourage forcément à prendre la solution la plus sécurisée, 10 sur 10. On avait parlé tout à l'heure du deuxième élément indispensable à toute téléconsultation pour faire passer en fait des documents, donc couplés à l'acte de télésoin, pour envoyer des imageries, des comptes rendus, votre feuille de route de kinésithérapie, votre BDK et éventuellement une ordonnance de kinésithérapie. Là, on a une obligation de sécurisation des documents aussi, encore plus importante, pour échanger par mail, effectivement, dans le pur respect de la vie privée des patients, mais aussi pour vous protéger également la responsabilité kiné dans le respect du secret médical. Alors maintenant, depuis à peu près 1 an, c'est obligatoire. Ça fait même 2 ans en fait qu'on a une obligation d'avoir une messagerie sécurisée. Avec une dérogation l'an dernier, mais pour pouvoir toucher en fait l'indemnisation, le forfait d'indemnisation et de modernisation, d'informatisation des cabinets, vous avez l'obligation d'avoir une MS Santé. Cette messagerie de sécurité de santé, comment la trouver, comment faire la différence et connaître le sérieux de la confidentialité qui peut exister avec ce label espace de confiance MS Santé. Donc vous avez le logo qui apparaît sur votre gauche.
Voilà, c'est un logo qui permet le respect des exigences à la fois de sécurité et d'interopérabilité, parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement d'opérateurs régionaux. Si je prends un opérateur régional, est-ce que il pourrait être lu par un opérateur national? Est-ce que un opérateur Mailise ordinal peut être lu par un autre opérateur? À partir du moment où vous avez ce label MS Santé, eh bien vous avez justement une assurance de qualité là-dessus. L'ensemble étant géré par maintenant l'Agence de santé numérique, l'ANS, anciennement ACIP Santé, que l'on connaît bien. Voilà. Pour terminer, juste un petit point effectivement sur les différents opérateurs MS Santé. Donc maintenant vous les connaissez puisque vous êtes à peu près 90% à avoir une messagerie sécurisée. Donc, c'est les opérateurs privés. Hein. Donc là, on retrouve les logiciels métiers en grande partie, les solutions ordinales avec la solution Mailise, et puis les solutions régionales de les GCS e-santé, donc on en parlait tout à l'heure, qui sont des solutions qui sont parfaitement interopérables entre régions, qui sont entièrement gratuites là aussi, et qui présentent de nombreux avantages en termes de bouquets, d'applications. L'autre avantage aussi, c'est que c'est des solutions qui sont utilisées en interprofessionnel complètement. Les médecins, par exemple, ont un taux d'utilisation sur ces plateformes, sur ces appuis régionaux de à peu près 80%. Donc, vous êtes assuré en la matière de pouvoir communiquer facilement. Les institutions aussi, généralement, se mettent sur ces solutions régionales de l'ARS pour pouvoir communiquer. Donc, actuellement, les CPTS, les établissements sanitaires offrent cette possibilité. Voilà, et pour la région, à titre d'exemple, la région encore Auvergne-Rhône-Alpes, pour rester un peu chauvin, nous avons Mont-Sisra. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation. Alors, il y a plusieurs questions, par exemple, comment on communique par messagerie sécurisée avec les patients? Donc j'imagine que c'est pas avec les patients, mais si tu veux bien répondre. Alors, tout va dépendre en fait des applications et des opérateurs qui vont mettre en œuvre. Alors, c'est vrai que si vous avez des logiciels métiers, c'est beaucoup plus facile puisqu'il y a une interopérabilité. Si vous avez aussi un opérateur GCS régional, c'est facile puisque je vous ai dit que les applications sont souvent ensemble. Donc, une fois que vous avez terminé votre vidéoconsultation, si vous avez par exemple un opérateur de messagerie sécurisée régionale, vous pouvez tout simplement, par une imprimante virtuelle qui sont souvent mis à l'intérieur de ces messageries, cliquer sur un PDF, cliquer sur votre ordonnance et l'envoyer directement sur l'adresse de messagerie qui est répertoriée à l'intérieur de la messagerie sécurisée. C'est-à-dire que si on utilise le système de GCS SARA, par exemple, il y a cette opportunité. Lorsque vous allez taper et envoyer en fait un document au patient, vous allez tomber sur un annuaire automatique qui va recenser l'ensemble des patients qui sont sur la région en question. Donc vous tapez son nom, vous tapez son prénom et vous allez trouver automatiquement une liste de personnes qui seront avec leur adresse clairement. Donc, il suffit de cliquer sur ce patient et d'envoyer tout simplement la pièce jointe. Très bien. Alors, il y a une question, est-ce que Gmail est sécurisé? Donc, je pense que c'est non. Est-ce que tu veux bien confirmer?